Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo au sommaire de ce vendredi 6 décembre. Mercredi soir, on réfléchissait au transport du futur à l'école d'ingénieurs installée à Montigny-le-Bretonneux, l'ESTACA, une réunion en présence notamment de responsables de la SNCF et de la RATP. Plus de 800 000 manifestants dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur et de nombreuses perturbations pour cette grève interprofessionnelle le 5 décembre. Avec notre invité Frédéric Gillier, administrateur au MEDEF 78, nous parlerons de l'organisation des entreprises. Des réfugiés tibétains accueillis à Villepreux, un nouveau siège social inauguré pour la cave des Yvelines et la 33e édition du Téléthon qui démarre. Nous reviendrons sur l'essentiel de l'actualité de la semaine dans votre département. Le rail, le transport du futur, une certitude pour les acteurs du transport ferroviaire. Une conférence était organisée mercredi soir à l'ESTACA, l'école d'ingénieurs installée à Montigny-le-Bretonneux. Une soirée d'échange sur la question en présence de responsables SNCF et RATP, Mélanie Poquet. Comment transporter des milliers de personnes sur l'ensemble de l'Île-de-France au moment des Jeux Olympiques? Comment gérer des déplacements nombreux? Des évolutions technologiques et de transport devront voir le jour, comme à Saint-Quentin en Yvelines. SupraWest, pour nous, c'est un modèle idéal pour justement résoudre nombreux des problèmes évoqués qui sont entre autres la possibilité d'avoir un transport très sûr, 24 heures sur 24, autonome. C'est une dynamique qui se trouve à grande échelle, qui est aussi en parallèle avec le Grand Paris Express typiquement. C'est des grands projets qui sont autant bénéfiques pour les Jeux Olympiques que pour les Parisiens à terme et les Franciliens à terme. Le transport de foule, sujet de prédilection d'Alain Krakovic, directeur général de SNCF Transilien, invité principal de la conférence organisée par l'ESTACA. On transporte aujourd'hui 3,5 millions de voyageurs par jour. En fait, on est le deuxième système de mass transit ferré du monde, derrière Tokyo. Mais on sait que l'Île-de-France va encore augmenter. Et puis on sait finalement qu'on a besoin de s'intéresser aussi aux autres mégapoles dans le monde. Dans 60 ans, on aura des mégapoles de 80 millions d'habitants. Et notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, seul le ferroviaire peut répondre à ce défi. À l'ESTACA, la filière ferroviaire est présente depuis 25 ans. Une quarantaine d'étudiants la composent chaque année. La conférence était une occasion de susciter des vocations. On considère que globalement, il y a à peu près 50% des métiers des 5 à 10 prochaines années qui n'existent pas encore. Donc on essaie d'anticiper ce mouvement et donner une orientation très, très orientée vers le futur. Le transport ferroviaire est aujourd'hui encore en mutation avec des projets comme l'Hyperloop qui vise le transport guidé jusqu'à 1200 km/h. 806 000 manifestants, dont 65 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, jeudi 5 décembre. Des transports largement perturbés, de nombreux services publics impactés, une mobilisation qui se poursuit ce vendredi, surtout dans les transports. Plus de 350 km de bouchons enregistrés peu avant 8 heures sur les routes d'Île-de-France. Moins de 10% de grévistes chez les enseignants, selon le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Ils étaient 51,15% dans le primaire et 42,32% dans le secondaire jeudi. L'UNSA RATP, principal syndicat de la RATP, a déjà annoncé la reconduction de la grève jusqu'à lundi inclus et l'intersyndicale appelle mardi à une nouvelle journée d'action interprofessionnelle. Le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse a annoncé recevoir l'ensemble des partenaires sociaux dès lundi. Même annonce de la part d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui assure les recevoir en compagnie de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire chargé de la réforme des retraites. Et au niveau local aussi, les mobilisations ont continué. À Versailles, sous l'égide des cheminots de la CGT, 200 personnes ont défilé jeudi dans les rues entre la gare de Versailles-Chantier, où le poste aiguillage est resté fermé, et le château de Versailles. Ce vendredi matin, à partir de 4 heures, une quarantaine de cheminots a bloqué également le dépôt des véhicules du réseau Phébus, qui dessert la Cité Royale, mais aussi Vélizy et Saint-Cyr-l'École. Conséquence, une vingtaine de lignes n'ont pas pu circuler en heure de pointe. La situation s'est débloquée à partir de 9 heures, propos recueillis par Grégory Canalet. À la fois pour bloquer la circulation des bus dans Versailles, en complémentarité avec nous la paralysie des transports, aussi pour interpeller les salariés de Phébus, Keolis, filiale de la SNCF, c'est pas rien, les interpeller pour leur dire que comme nous, comme les travailleurs de la RATP, comme tous les travailleurs en France qui sont en grève en ce moment, qu'ils sont visés par cette réforme, qu'elle leur sera nuisible et qu'il faut qu'ils se mobilisent. Donc c'est effectivement essayer de les interpeller, leur parler de la question de la grève et de la nécessité de rentrer dans le mouvement tous ensemble afin de pouvoir faire reculer le gouvernement.
Autre action locale pour ceux qui n'ont pas trouvé de place dans les bus affrétés par les syndicats pour acheminer les militants yvelinois vers la capitale jeudi. À Guyancourt, une vingtaine d'enseignants s'est mobilisée dans la matinée devant la direction académique des Yvelines, un lieu symbolique pour montrer leur désaccord sur le projet de loi. Quelques salariés du secteur privé ont également rejoint le mouvement, propos recueillis par Aurélie Ronze. Si on a fait ce geste-là aujourd'hui ici, c'est justement pour pallier à cette problématique de transport sur Paris, pour pouvoir être visible et montrer que finalement beaucoup de gens ne sont pas d'accord à cette retraite-là qui nous est annoncée, tout simplement. Mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que pour l'instant telle qu'elle est présentée, elle n'est pas à notre avantage, ni elle ne permettrait pas d'avoir une retraite honorable et respectable par rapport à ce qu'on fait. Une grève qui a également des conséquences sur les commerces yvelinois et notamment ceux situés à proximité des gares. Le 5 décembre aura été une journée difficile pour ces enseignes. Reportage de Michael Elmidoro, Patrick Jadot-Dixmude avec la voix de Grégory Canalé. Situation inédite dans la gare de Saint-Quentin en Yvelines. 2 commerces ont décidé de fermer leurs portes ce 5 décembre faute de clients. Ces circonstances ont profité à cette enseigne. Les gérants s'attendaient pourtant à perdre un tiers de leurs clients. Si on n'est pas là, les gens, ils ne sont pas contents, nos clients. Et puis après, les autres aussi, ils étaient très contents que nous, on était là parce que le café chaud, le croissant pain au chocolat chaud, ça leur fait du bien en attendant le train. Un peu plus loin de la gare, dans cette brasserie, le bilan est moins positif. L'établissement a perdu 50% de clients sur la journée. Un coup dur pour ce gérant qui a repris la structure en 2018 et qui embauche 3 personnes. Une journée déjà, ça m'a impacté. Et moi, je vois l'avenir, je vois demain, après-demain, qu'est-ce que ça va donner. Moi, la banque, quand j'ai des prélèvements qui prélèvent, moi, ils ne m'appellent pas s'il y a de l'argent ou il n'y a pas de l'argent dedans dans le compte. Donc, il faut que je paie mes charges, il faut que je paie mes employés. Moi, j'aimerais bien qu'il y aura une solution. D'autres commerces ont limité la casse. C'est le cas de ce bar-restaurant qui attire une clientèle d'entreprise sur la journée. Sur le temps de midi, la structure a perdu 35 à 40 couverts sur 140 servis habituellement. J'ai eu plusieurs patrons d'entreprise ou chefs de service qui m'ont dit que leur équipe était en télétravail. Donc un impact important, mais ça ne nous pose pas un problème énorme. La semaine prochaine, les commerces pourraient être de nouveau touchés. La grève devrait durer au moins jusqu'au lundi 9 décembre. Frédéric Gillier, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie du conseil d'administration du MEDEF 78. Quelles sont les répercussions d'un tel mouvement sur les commerces ? Là, sur le reportage qu'on a vu, il est évident que les commerces sont fortement touchés. Ce qui paraît logique puisqu'ils sont situés au niveau des gares, donc s'il n'y a plus d'usagers, il n'y a plus de clients. Effectivement, là, ça reste effectivement très problématique. La question après, c'est de savoir combien de temps va durer le mouvement. Donc je pense qu'une journée après, c'est tout à fait gérable. Dans le temps, ça va être plus compliqué. Donc là, on voit qu'il y en a qui vont carrément fermer. J'imagine que ce n'est pas non plus le cas de tous les commerces des Yvelines sur une journée comme celle-ci. Non, bien entendu. Alors pour les commerçants, je dirais sur une journée, l'impact il est relativement limité. Pour ceux qui ne sont pas en tout cas aux abords d'une gare, pour un commerçant qui est situé dans une rue commerçante ou dans un quartier, on va dire en cœur de ville, effectivement l'impact de la grève sur le commerce est quasi transparent en fait, sur une journée. Et si la grève perdure, on est au mois de décembre, j'imagine que ça doit inquiéter quand même. La grève perdure, oui, plus de trains. Est-ce que ça reste ensuite cantonné aux usagers ? Est-ce que ça va toucher à un moment donné les marchandises ou pas ? Après, tous les scénarios sont possibles. Pour l'instant, on ne va pas prévoir le grand soir, puisqu'on n'est qu'au début du mouvement dans tous les cas. Alors on a vu, si les clients ne viennent pas, les salariés aussi peuvent avoir des difficultés. L'entreprise Antemeta à Guyancourt a procédé à des aménagements, incitation au covoiturage, télétravail, flexibilité, horaire et même des nuits d'hôtel défrayées. Reportage de Mathilde Demilly. Garé sur le parking, Pierre-Yves a trouvé la solution. Pour ne pas rester bloqué dans les bouchons le soir, il est venu en van. Pour jamais être pris au dépourvu. J'ai vécu 95, j'ai vécu 99, plus ces épisodes neigeux sur Guyancourt qui sont pas neutres. C'est-à-dire que j'ai des collègues qui ont été amenés à dormir ici. Et donc, quitte à faire, autant être autonome et pouvoir dormir, y compris sur la route. Pour cette journée de grève, l'entreprise Antemeta a tout prévu. Télétravail, nuit d'hôtel, covoiturage. Tout est mis à disposition pour faciliter les déplacements des salariés.
On s'est renseigné auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines, auprès de la SNCF, auprès même des aéroports pour contrôler y avoir un état du trafic. Et ensuite, on a communiqué à nos collaborateurs les prévisions de circulation, les prévisions de train, de fermeture de grève et école. On leur a demandé de se rapprocher de leur mairie. Dans l'entreprise, 45 employés sont en télétravail, soit plus de la moitié. Même si les machines à café sont moins sollicitées, Ronan a quand même souhaité venir grâce à l'aménagement de son planning. La flexibilité horaire, ça permet aussi de pallier pour certains et pour moi dans mon cas précis, sur les garderies ou les centres qui peuvent être en effectif réduit. Arthur, responsable informatique, est venu en voiture ce matin et contrairement à d'habitude, il n'a eu aucun ralentissement sur la route. Même s'il a pris quelques dispositions, il craint les prochains jours. Ces dispositions, elles sont ponctuelles et que si ça continue sur plus d'une semaine, je pense qu'après ça va devenir compliqué. Oui. Si la grève est reconduite, l'entreprise Antemeta gardera les mêmes aménagements pour ses salariés. Frédéric Gillier, comment les entreprises peuvent-elles s'organiser pour leurs employés ? De manière très simple, sur une journée, encore une fois, il y a beaucoup d'entreprises, j'ai appelé mes collègues entrepreneurs, et le télétravail paraît une solution aujourd'hui qui est largement développée dans les entreprises, sur les postes administratifs, sur les postes, on va dire, sédentaires, commerciaux, qui se passent beaucoup par téléphone. Donc là, effectivement, le télétravail est une solution. D'autres chefs d'entreprise, même des salariés ont utilisé les RTT possibles pour éviter, avec la crainte d'avoir des bouchons. Force est de constater que finalement sur les routes ça roulait plutôt pas trop mal, donc finalement il y a beaucoup de salariés qui se sont déplacés qui étaient contents puisqu'on évite les bouchons, donc on gagne du temps dans les transports, et donc moi j'ai beaucoup de mes salariés qui sont arrivés plutôt zen finalement puisqu'ils n'avaient pas les transports et les aléas des bouchons. Alors on l'a dit, la grève risque de perdurer au moins jusqu'à lundi niveau transport. Comment on s'organise d'ici là ? Je pense que les entreprises, ce que j'en vois, ce que je vis au quotidien, sont quand même relativement compatissantes et on est tous prêts à faire des efforts. S'il y a un retard, on sera largement compréhensif. Ensuite, pourquoi pas du covoiturage, si vraiment il n'y a plus de transport. Moi, à titre personnel, par exemple, je sais que j'ai un véhicule de livraison, voire plusieurs, qui peuvent servir à aller chercher les salariés qui sont vraiment coincés quelque part. Donc, les entreprises sont prêtes à tout pour effectivement aider leurs salariés à venir travailler. Alors maintenant que nous avons vu la gestion du mouvement, j'aimerais revenir sur sa genèse, à savoir le projet de réforme des retraites commandé par le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Quel regard porte le MEDEF sur cette réforme ? Fallait-il déjà réformer pour commencer ? Ça, c'est une excellente question. J'aurais tendance à dire oui. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que pense le MEDEF et ce que dit le MEDEF, ce que dit le président, M. Roux de Bézieux. C'est très simple. Qu'on le veuille ou non, en 2025, il va y avoir un trou, dans tous les cas, qui va être compris entre 7 et 17 milliards, selon ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc il est évident qu'on doit agir et trouver des solutions. Donc après, ce type de solution, le gouvernement s'y attache et pour l'instant, il est entre guillemets en consultation. Il n'y a encore aucune décision de prise. On est juste dans les phases préliminaires du projet de loi, dans tous les cas. Alors le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, s'est exprimé sur l'âge pivot, qu'il juge comme étant la mesure la plus équilibrée. Les salariés partant avant cet âge subiraient une décote de leur pension. Un âge qui pourrait être fixé à 64 ans, c'est adapté ? Écoutez, encore une fois, l'entreprise s'adapte. C'est le propre du chef d'entreprise et de l'entrepreneuriat. On fait fi de la loi, enfin en disant la loi, qu'elle soit bonne ou pas, dans tous les cas, il faut l'appliquer. La loi, c'est la loi. La loi du départ en retraite à 64 ans, le fameux âge pivot que préconise le MEDEF, semble justement un challenge intéressant pour sauver, si on peut le sauver encore, ce serait bien, de notre système qui est quand même assez unique au monde. Et du coup, ça obligera aussi l'entreprise à s'adapter par rapport à des salariés qui vieillissent. Et force est de constater qu'à 64 ans, on n'est pas non plus, ou à 60 ans, on vieillit, mais on n'est pas vieux au point de ne plus travailler. Donc ça oblige aussi l'entreprise et le salarié à voir comment, par exemple sur un métier manuel, on peut transformer ce métier manuel et peut-être donner un autre sens au métier qu'exerce par exemple un manutentionnaire. Peut-être que ce manutentionnaire, il va faire un peu moins de manutention et qu'on va peut-être utiliser
ce savoir-faire dû à l'âge, à l'expérience, pour aller former les plus jeunes. Et du coup, ça peut être un beau challenge en interne pour utiliser les ressources qui vieillissent, mais qui sont, pour le coup, très intéressantes et très utiles pour une entreprise. Donc ça nécessite peut-être un autre regard sur l'emploi qui me paraît aussi intéressant. Vous avez un peu anticipé ma prochaine question. Au final, cette réforme, qu'est-ce qu'elle pourrait changer pour l'entreprise ? Exactement ce que je viens de dire, mais si on va plus loin, mais j'ai un salarié qui vient me voir et me dit « Monsieur Gillier, je vais partir en retraite. Est-ce que vous accepteriez que je reste un peu parce que j'ai peur de m'ennuyer chez moi ?» Il y a quand même des gens qui, encore une fois, à 64 ans, on n'est pas vieux. Il y a quand même la majorité des salariés aiment travailler et aiment bien leur travail. Et effectivement, le départ en retraite est aussi un facteur angoissant de savoir qu'est-ce que je vais faire demain. Donc le fait de dire il faut s'adapter en fait aux nouvelles conditions. Moi je pense aussi à la jeunesse, enfin aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail. On leur dit écoute, tu n'auras pas de retraite si on continue comme ça. Donc c'est assez motivant de trouver les ressources nécessaires pour pouvoir rebondir sur toujours le même système, mais peut-être avec des visions différentes. On arrive à la fin de cet entretien. Merci Frédéric Gillier d'être venu sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes membre du conseil d'administration du MEDEF 78. On ferme cette page consacrée à la réforme des retraites et aux mobilisations et on passe au reste de l'actualité de la semaine. Direction Villepreux, des réfugiés tibétains sont arrivés mardi, dans la commune sur décision de la préfecture. Cette mesure fait suite à l'évacuation d'un campement dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Ils séjourneront pendant un peu plus d'un mois sur une partie du gymnase Alain Mimoun. Les détails avec Mickaël Elmidoro. Leur bus les a déposés aux alentours de 14h au gymnase Alain Mimoun de Villepreux. Ce mardi 3 décembre, 91 réfugiés tibétains sont arrivés dans la commune en provenance d'un campement de fortune situé à Acher, un site évacué par la préfecture un peu plus tôt dans la matinée. Maintenant, je me sens mieux parce que nous n'avions pas de maison. La nuit, il faisait vraiment très froid. On est très contents, on est très satisfaits. On remercie vraiment toutes les personnes qui ont contribué à la victoire en fait, parce que c'est une victoire quand même pour nous. À leur arrivée, les réfugiés ont été accueillis avec un thé chaud et des biscuits par une vingtaine d'habitants de la commune venus bénévolement. Un élan de solidarité qui a commencé via un service de messagerie instantanée dimanche dernier. Beaucoup de Villepreuxiens se sont mobilisés. Actuellement, on est à peu près 70 qui ont souhaité venir en aide sur la logistique, les repas, la convivialité, éventuellement les inviter chez nous de temps en temps. Pendant la durée de leur séjour dans la commune, certaines activités associatives de la ville ont dû être déplacées sur d'autres sites. La première des choses, c'est qu'en tant que maire, on a une crainte très égoïste. On se dit, mais comment je vais faire pour que la ville continue de fonctionner ? Il y a une très forte collaboration de l'ensemble des associations qui étaient impactées, tout simplement pour se mettre en phase, qui va aller où, parce que c'est vrai qu'on perd quand même une salle majeure, donc il fallait qu'on replace les associations dans la ville. Les réfugiés devraient rester jusqu'au 5 janvier dans la commune. Ils seront de nouveau déplacés dans une autre ville après cette date. Cela fait 1 an qu'elle est installée dans le nouveau quartier des Chantiers à Versailles après avoir quitté l'agglomération saint-quentinoise. La cave des Yvelines a inauguré officiellement mardi ses nouveaux locaux. L'organisme privé qui gère le versement des aides sociales et familiales dispose de 6 000 m² d'espace pour ses 300 collaborateurs. Un accès plus simple à 2 pas de la gare de Versailles-Chantier et un accueil du public repensé. 8 box dédiées au rendez-vous, un espace numérique fonctionnel avec 24 postes en libre accès pour effectuer ses démarches. À l'extérieur, enfin, une borne interactive pour consulter son dossier allocataire à tout moment. Propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Nous avons choisi cette date anniversaire pour accueillir nos partenaires et puis effectivement souligner toute la qualité de vie que nous avons depuis que nous sommes ici depuis 1 an. Donc qualité de vie, d'accueil pour nos allocataires. Ce sont plus de 16 000 personnes qui ont été accueillies à la cave des Yvelines depuis 1 an. Nous sommes pleinement dans notre logique d'accessibilité pour nos publics, avec un accueil totalement rénové, moderne et en conformité avec la stratégie d'accueil des allocataires, c'est-à-dire du rendez-vous, mais également de l'accès libre à des espaces de multimédia.
Un projet de réaménagement du carrefour de la Malmedonne, situé dans l'intersection de la Verrière, Maurepas et Coignières. Depuis le 18 novembre, il est soumis à la concertation. Mercredi soir se tenait un atelier de travail à Coignières. Les habitants des communes concernées sont invités à donner leur avis auprès d'un gérant de la concertation. Une réunion de restitution se tiendra le 12 décembre à Maurepas, mais il y a toujours possibilité de s'exprimer auprès de la direction des routes d'Île-de-France jusqu'au 20 décembre. Le maire que je suis est plutôt satisfait en effet que l'État ait repris à son compte ce projet et qu'il nous propose aujourd'hui une concertation publique sur le sujet. Mais il est évident qu'il faut, en contrepartie, que les habitants aussi soient entendus, que les commerçants soient entendus pour faire le projet, j'allais dire, le plus réalisable possible, mais le plus en adéquation avec ce que nous souhaitons. La 33e édition du Téléthon se déroule les 6 et 7 décembre, l'occasion de relever des défis solidaires. Le club de plongée de Saint-Quentin en Yvelines en lance un aux pratiquants d'apnée. Il propose aussi une découverte de leurs activités. Mélanie Poquet les a rencontrés. Le monde du silence jusque dans une piscine, un calme apparent qui demande un peu de travail, de concentration. Rendu célèbre en 1988 avec le film de Luc Besson, l'apnée est pratiquée par le club de Saint-Quentin en Yvelines. L'apnée, c'est prendre conscience que l'être humain est capable de faire des choses que le mental pense qu'il ne peut pas faire. On apprend une respiration spéciale pour les apnéistes. Que pratiquent tous les apnéistes et on apprend surtout à se détendre. Le maître mot. Pour le Téléthon, les apnéistes se lanceront un challenge, réaliser un maximum de longueur de 25 mètres pendant 6 heures à la piscine Salvador Allende des Clés-sous-Bois. Pour l'apnée, c'est un petit peu particulier parce que les gens qui vont participer doivent avoir un minimum de niveau apnée. On ne peut pas se permettre, pour des raisons de sécurité, de faire venir n'importe quelle personne. Il y aura également de la plongée, donc il va y avoir des baptêmes organisés. Également de la nage classique en surface. Donc. Le défi est lancé pour le samedi 7 décembre dès 14h. Les dons seront reversés à l'AFM Téléthon. Et plusieurs communes se mobilisent à Saint-Quentin-en-Yvelines à l'occasion du Téléthon 2019. Le programme, 2e édition à Coignières, avec animation le samedi au gymnase, soirée country rock le samedi soir et concert gospel le dimanche. À Villepreux, l'événement est bien maintenu au complexe Alain Mimoun, et ce même avec l'accueil de réfugiés tibétains. Certaines activités pourraient se dérouler toutefois à l'école le Clos Crozatier. Le Téléthon est très sportif du côté de Montigny-le-Bretonneux. Challenge, ateliers, lancers francs, marche nocturne, 30 heures à vivre au centre sportif Pierre de Coubertin. Enfin, à Voisin-le-Bretonneux, les 30 heures seront axées autour d'un fil rouge, un voyage dans le temps. L'association Les Belles Vicinoises partage sa passion pour les voitures de collection. Et vous pouvez retrouver une édition spéciale du 7-8 loisirs consacrée au Téléthon en replay sur notre site internet et notre application mobile. Maintenant, on passe à notre case, l'actualité en Île-de-France. À Notre-Dame, l'heure n'est toujours pas à la restauration. 8 mois après l'incendie, la consolidation de l'édifice se poursuit. Opération la plus délicate, le retrait de l'énorme échafaudage monté autour de la flèche avant l'incendie, que le brasier a déformé et soudé. Reportage de nos confrères via Grand Paris. Poignée de main entre Valérie Pécresse et Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris. Ils viennent de signer une convention entre la région Île-de-France et la Fondation Notre-Dame. Elle prévoit un soutien financier. Son montant, 10 millions d'euros. Le fonds cathédrale de Paris, mis en place après l'incendie, a déjà recueilli 49 millions d'euros. Nous avons reçu effectivement 49 millions, y compris la somme qui a été versée aujourd'hui. Et nous avons 370 millions de promesses, de dons. Et donc ces promesses sont effectives, hein. C'est pas des promesses, hein. 370 millions en tout, c'est-à-dire avec les grands donateurs avec lesquels j'ai signé une convention. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, l'heure n'est pas encore à la restauration. La priorité, c'est la consolidation. L'énorme échafaudage installé avant l'incendie doit être démonté. Une grue de 100 mètres de haut permettra de descendre une à une les pièces de la structure. On ne peut pas le retirer comme un échafaudage classique puisque ça a brûlé. Donc il va y avoir un cintrage de l'échafaudage qui est là, un échafaudage par-dessus et des cordistes qui vont descendre. Donc tout ça va demander beaucoup de temps, beaucoup de courage aussi pour ceux qui y vont. Et puis aussi tous les travaux de consolidation, de vérification des pierres, des joints des pierres, etc. puisqu'on ne sait pas si la voûte est
solide, il va falloir faire un diagnostic extrêmement précis. Pour connaître le coût financier de la restauration de Notre-Dame de Paris, il faudra attendre le printemps 2020. En attendant, une enveloppe de 85 millions d'euros a été déboursée pour consolider l'édifice. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec un extrait de La Ménagerie de Verre. La pièce aux 4 nominations aux Molières sera jouée à la salle Jacques Brel à Montigny-le-Bretonneux le 10 décembre prochain. Retour de l'actualité locale dès lundi avec le 7-8 journal de Grégory Canalé. Bon week-end sur TV78. Je suis le narrateur de la pièce, mais aussi l'un de ses personnages. Les autres personnages sont ma mère, Amanda, ma sœur, Laura, et un jeune galant qui apparaît dans les scènes finales. Lâche-moi, maman, là. Où tu vas? Au cinéma. De plus en plus, tu me fais penser à ton père. Il sortait jusqu'à pas d'heure, sans aucune explication, et puis un beau jour, il a fichu le camp. Salut la compagnie!